Lorsqu'il ouvre les yeux, il fait encore plus sombre que lorsque ses paupières étaient closes. Intriguée par ce paradoxe, Lynn bat des paupières à plusieurs reprises et prend alors conscience que la lumière qui avait précédé son réveil n'était que celle d'un rêve. Une angoisse intense l'étreint. Où suis-je ? Elle ne perçoit plus aucune sensation habituelle. Aucun des stimuli nerveux qui lui parvient au cerveau ne lui est familier. Impossible de rattacher le moindre stimulus à un souvenir qui lui permette d'analyser et de comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Elle est prise de terreur et entreprend de se calmer en raisonnant. Bon, cela fait maintenant plusieurs secondes que tu as pris conscience de ton état et tu es toujours en vie. Donc, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas nécessairement mortelle. Calme-toi et réfléchis. Think. Une phrase lui revient en mémoire. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Elle reprend courage. Oui, c'est ça. Essaye de comprendre ce que tu vois. Tu as peur parce que tu ne comprends pas ce que tu vois. Mais qu'est-ce que je vois ? Je ne sais pas ce que je vois. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Pour un peu, elle souhaiterait avoir mal, ne fût-ce que pour avoir la preuve qu'elle est vivante. Mais elle ne ressent absolument rien. Comme si elle flottait dans le néant. Le trou noir. Ou plutôt brun. Bizarrement, le brun lui semble la seule couleur reconnaissable. Elle n'a pas le loisir de s'interroger davantage sur cette absence de sensation, car elle sombre dans le néant. Lynn reprend conscience avec le même sentiment de terreur que la première fois. Une absence totale de sensation. Le sentiment d'un danger pourtant non identifié. Elle se réjouit de constater qu'elle peut respirer et se force à se concentrer sur son souffle comme elle l'avait appris au cours de shiatsu. Si le maître savait dans quelles circonstances j'utilise les techniques qu'il nous a apprises, pense-t-elle. Interprète et traductrice, elle endurait quotidiennement une fameuse dose de stress, malgré ses qualités d'organisation. Pour apprendre à le gérer, elle avait d'abord découvert la sophrologie, puis la relaxation profonde, jusqu'au jour où elle avait participé à une initiation au shiatsu. Elle s'efforce de retrouver la façon de laisser tomber les paupières sans fermer les yeux totalement, pour induire une sensation de déconnexion. Elle se souvient de la voix du maître qui expliquait « Laissez tomber les paupières sans toutefois les fermer tout à fait. Il ne doit rester qu'une fente. Le but est d'accroître votre conscience du présent. Si vous fermez totalement vos paupières, vous risquez de vous endormir ou de vous déconnecter du présent. Et si vous gardez les yeux ouverts, vous aurez tendance à vous laisser distraire par ce qui vous entoure. » Lynn se souvient de son agacement au début. Ses paupières clignotaient sans qu'elle puisse vraiment les maîtriser, produisant l'effet inverse du relâchement visé. Voir sans regarder, se souvient-elle. Me concentrer sur la respiration. Inspirer profondément en sortant le ventre, expirer en rentrant le ventre. Inspirer, expirer. Se concentrant sur sa respiration, elle prend soudain conscience qu'elle n'a ni faim ni soif, alors qu'elle a l'impression d'être dans cet état indéfinissable depuis des heures, voire des jours. Comment est-ce possible ? Heureuse à l'idée d'avoir recouvré la sensation de son corps, elle se force à percevoir successivement les sensations de chacun de ses membres, comme elle a appris à le faire en sophrologie, et en conclut rassurée,
En tout cas, j'ai toujours mon corps. Je suis entière. C'est déjà ça. Une fois la peur apaisée par sa respiration profonde, elle se met à réfléchir. Elle ne peut de toute façon rien faire d'autre dans l'immédiat. Elle distingue soudain une petite lumière vacillante dans l'obscurité brunâtre, un peu comme une flamme dansant au gré de la combustion d'une bougie. Elle se force à vider son esprit de toute pensée négative. Elle distingue alors une image qu'elle a d'abord du mal à identifier. Une espèce de boule bleue dont elle ne voit que la moitié supérieure. En se concentrant davantage, elle distingue des taches informes et éparses. Au bout d'un long moment, elle fait le lien avec une vue lointaine de la planète Terre. Elle sent qu'il est vain de se creuser les méninges davantage pour identifier cette vision. Elle peut alors bénéficier pleinement de l'apaisement induit par son état méditatif qui la projette au beau milieu de la jungle où elle assiste à une scène attendrissante. 3 femelles orang-outans et leurs petits, observés à distance par 2 mâles. Le mâle le plus âgé est plutôt grand, imposant. Il attire d'emblée le regard de Lynn, qui ne peut s'empêcher de penser quel regard dur et sévère. Visiblement, c'est le chef, celui-là. Ses gestes sont brusques et décidés. Son corps paraît rigide. Il se dresse de tout son corps, la colonne vertébrale déroulée de tout son long, le menton relevé, presque arrogant. Lynn est enchantée de pouvoir observer ces animaux de si près. Quels longs bras, pense la quadragénaire. Déployés le long du corps, les bras s'échèvent par des poings serrés, jouxtant les chevilles. Il a l'air d'être en meilleure santé que les autres. Le poil est d'un roux vif, abondant. Il est mieux nourri que le reste de la tribu, probablement parce qu'il s'attribue par la force les meilleurs aliments. Et Lynn de se remémorer une expérience effectuée par des chercheurs allemands qui avaient donné 3 types de monnaie à un couple d'orang-outans. L'une leur permettait d'acheter quelque chose pour soi, l'autre d'acheter quelque chose pour un ami, et la dernière était sans valeur. La femelle avait échangé sa monnaie contre des bananes pour les offrir à son compagnon, tandis que le mâle les avait achetées pour lui-même. Non sans blague, c'était dit Lynn, qui se détache de ce souvenir pour se concentrer à nouveau sur le spectacle qui se déroule sous ses yeux ébahis. Aux côtés du costaud se tient un autre mâle, légèrement en retrait, et ne quittant pas le premier du regard, comme absorbé dans une écoute attentive. Il est jeune, il a gardé une bouille d'enfant. Ses grands yeux ronds sont entourés de peau plus claire, comme s'il sortait d'une séance de bronzage, passée avec 2 rondelles de concombre sur les yeux. Le museau aussi est plus clair que le reste du visage, ce qui accentue encore les mimiques de la bouche. Bouche qui dessine un trait horizontal en une sorte de fatalisme mêlé de perplexité. Les poils du haut du crâne sont particulièrement longs et ébouriffés, lui donnant une image de singe savant. Le poil est roux clair, plus parsemé que chez le mâle dominant. Lorsqu'il se dresse de toute sa hauteur, le torse laisse apparaître les côtes. « Oh, toi, tu n'as pas l'air de manger à ta faim, songe Lynn, avant de porter son attention sur les femelles. L'une d'elles est affalée dans l'herbe, le torse penché vers l'avant, le menton appuyé sur les avant-bras croisés. Sa toison est roux clair, tirant vers le blond, comme celle de ses jumeaux agrippés à elle. L'un des petits est assis à la gauche de sa mère, agrippé à son bras, la tête plaquée contre l'épaule maternelle. L'autre épaule est occupée par le second, couché à plat ventre
sur le dos de sa mère et qui lui entoure le cou de ses bras frêles. Comme ils sont mignons, avec leurs crânes dégarnis, se dit Lynn émerveillée. Comme ils se ressemblent, exactement comme des bébés jumeaux humains. Le même nez aplati, les mêmes yeux marrons grands ouverts. La troisième femelle a le front haut et large, la toison rousse tirant vers l'orange, relativement bien fournie. Elle a l'air en bonne santé. Ses gestes sont doux et attentionnés envers son petit. Les commissures des lèvres sont relevées. Ma parole, je rêve ou elle sourit, songe Lynn interloquée. Elle est assise sur la branche d'un arbre et tient son petit exactement comme une femme tiendrait son bébé. Il est aussi roux qu'elle. Lynn ne peut s'empêcher de rire à la vue des longs poils hirsutes qui se dressent sur le crâne du bébé. Elle repense à la naissance de sa fille aînée, Daphné, et à la multitude de cheveux noirs dressés qui couvraient la tête de son bébé. Un mon chichi, disait le personnel infirmier. À cette pensée, Lynn retombe soudain dans un état d'anxiété, car si elle est terrifiée par ce qui lui arrive, qu'en est-il de ses filles qui doivent être inquiètes par son absence? Cette angoisse rompt l'état de songe et elle se retrouve à nouveau dans l'obscurité la plus complète, mais cette fois sans perdre conscience. Une pensée fugitive lui traverse l'esprit comme un vague souvenir qui refait surface, comme une image qui ne cesse de lui échapper. Tout à coup, un rectangle de lumière apparaît dans son champ de vision, presque aussitôt occulté par un regard d'homme. Elle se prend ce regard comme une gifle. Elle aurait parié qu'il s'agissait d'un homme sans en être sûre, car, par un phénomène qu'elle ne s'explique pas, seul ce rectangle de lumière et les yeux de cet homme sont visibles. Bon sang, quel cauchemar! Je dois souffrir d'une maladie mentale. Oui, c'est ça. Je suis devenue folle. Mais non, sinon je n'aurais pas l'impression d'être folle. Les fous ne sont fous qu'aux yeux des autres. Ceux que l'on taxe de folie ne se sentent pas fous. Enfin, je crois. Elle s'accroche à cette idée, se force à retrouver l'apaisement ressenti lors de sa première séance de méditation et tente à nouveau de distinguer dans l'obscurité la flamme qui lui permettra de focaliser son attention. Rien. Elle ne voit que ce néant brunâtre. Au bout d'un moment, cette flamme réapparaît enfin, suscitant un sentiment de joie mêlé de victoire. Une fois de plus, elle laisse dériver son esprit. En plissant les yeux pour induire l'état de méditation, elle s'attend à revoir une nouvelle image paisible, comme celle de la planète, mais c'est un bras frêle sorti soudainement du néant qui se tend vers elle. De surprise et de peur, elle relâche le plissement des yeux pour retrouver la vision de la flamme qui la rassérène. Curieuse de voir si le phénomène se reproduirait, elle plisse à nouveau les yeux et revoit immédiatement ce bras se tendre vers elle. Instinctivement, elle rouvre grand les yeux, incapable de faire face à la peur qu'engendre cette image. Elle recommence 4 à 5 fois l'exercice, distinguant de mieux en mieux les 5 doigts squelettiques tendus vers elle. Lorsqu'elle parvient à surmonter sa peur et à ne plus relâcher sa concentration, elle voit la main de lumière se poser sur son bras. À son grand étonnement, elle ne ressent aucune animosité, aucune agressivité, aucune menace. Les doigts semblent davantage tendus dans une prière ou un appel à l'aide. Bien qu'elle ne saisisse pas le sens des images, elle s'aperçoit que ce petit exercice de concentration l'a apaisée. Elle revoit instantanément la tribu d'orang-outang.
Le jeune mâle tente d'attirer les faveurs de l'une des femelles, mais ce n'est visiblement pas le moment. Étonnée de ce changement de vision, Lynn est une fois de plus submergée par l'angoisse. On dirait que je regarde la télévision et que je change involontairement de chaîne, comme si mon état d'anxiété ou mon sentiment de sérénité se disputait la télécommande. Dès que la peur monte, je me retrouve dans cet état angoissant qui tétanise mon corps. Et quand le calme revient, je retrouve des images paisibles, mais forcément irréelles. Et en même temps, ça a l'air tellement réel. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'être dans un rêve, tout en sachant que je ne rêve pas. Bon sang, qu'est-ce qu'il se passe? Elle se souvient du documentaire de cette scientifique américaine, une spécialiste du cerveau, qui avait vécu de l'intérieur l'objet de ses recherches depuis de longues années, un accident vasculaire cérébral qui lui avait ôté progressivement sa capacité à traiter les informations et à rester connectée à la réalité. Lynn, se félicitant mentalement des bienfaits de sa mémoire, s'efforce de dresser un parallèle entre sa propre perception de l'état dans lequel elle se trouve et les explications données par la conférencière. Les deux hémisphères cérébraux sont séparés physiquement et reliés par le corps calleux. L'hémisphère droit fonctionne comme un processeur parallèle qui traite toutes les informations simultanément, tandis que l'hémisphère gauche fonctionne comme un processeur série qui traite les informations de manière séquentielle. L'hémisphère droit associe dans l'instant présent le ressenti global des sens. Le gauche est destiné à extraire les détails du moment présent pour les traiter de façon linéaire et comparative. Lynn se souvient de l'enthousiasme communicatif de la dame qui racontait que son hémisphère gauche revenait en ligne par moments pour l'avertir qu'elle avait un problème. « Hey, we've got a problem !» Mais elle retournait immédiatement dans cet état de pleine conscience du moment présent. Lynn se souvient de la voix de cette femme, de son émerveillement quand elle s'écriait « C'était beau !» Je me répétais constamment « Waouh !» tellement j'étais captivée par la magnificence de l'énergie qui m'entourait. L'enthousiasme de cette scientifique avait marqué Lynn, mais elle se prend à penser bougon. En tout cas, si c'est ce qui m'arrive, je ne vois pas où est le plaisir. Si seulement elle pouvait comprendre ce qui lui arrive, elle pourrait atténuer l'angoisse qui l'étreint. Elle décide de tenter de reprendre le contrôle de l'hémisphère gauche de son cerveau. Elle entreprend de rechercher des yeux la flamme, unique vision qu'elle sait susceptible de l'apaiser pour l'instant. Elle scrute l'obscurité, s'efforçant d'aiguiser son attention. Lorsque la flamme apparaît, Lynn se calme, ne cherchant rien d'autre que le plaisir de voir danser la flamme qui, cette fois, ne s'étire pas pour former une image aussi loufoque qu'improbable. Soudain, alors qu'elle écarquille les yeux, elle a l'impression de distinguer au cœur même de la flamme un manchot se trémoussant au rythme d'une musique inaudible. L'image la fait sourire. « Qu'il est drôle, ce petit manchot !» se dit-elle. Plus il se déhanche, plus elle rit, amusée par le spectacle inattendu. Elle pense soudain à Happy Feet, ce dessin animé qu'elle avait vu avec ses filles. L'histoire d'un bébé manchot incapable de chanter comme ses pères et inspirant dès lors de l'inquiétude à ses parents, sachant que le rejeton ne trouverait l'âme sœur que le jour où il pourrait pousser son chant d'amour. Contrairement aux autres, le petit Mumble n'était pas du tout doué pour le chant, mais au contraire pour la danse, en particulier pour les claquettes. Elle revoit le manchot rejeté par les siens en raison de sa différence et contraint de s'exiler. Soudain, Lynn prend conscience que, comme à son habitude, elle a totalement oublié la fin du film.
Cette pensée la ramène à elle-même, à sa mémoire défaillante et à son état inquiétant. À son insu, Lynn a une fois de plus déclenché une alarme dans la salle de contrôle qui attire immédiatement un infirmier apathique à son chevet. L'homme s'acquitte mécaniquement de ses tâches, l'air absent, sous le regard de deux primates qui l'ont suivi et qui engagent une conversation animée. On enregistre de plus en plus de sursauts d'activité cérébrale, dit le plus jeune des deux, avant d'ajouter « Elle va finir par émerger totalement. Il faudrait peut-être augmenter la dose de Yutaline. » « Tu es fou? C'est beaucoup trop risqué. On lui administre des valeurs supérieures aux autres et sa concentration risquerait d'en pâtir. » C'est vrai, nous devons encore l'utiliser pour « Stop !» le coupe sèchement son supérieur. Ne formule jamais la moindre pensée qui risquerait de lui révéler ce que nous faisons. Elle possède un cerveau particulièrement puissant, c'est un beau spécimen, ajoute-t-il sur un ton de contrariété teinté d'amusement. Son regard se durcit lorsqu'il s'enquiert auprès de son collaborateur. Au fait, où en sont les négociations avec les requins? Ils ne sont pas convaincus de la réussite du plan. Ils sont persuadés que cela ne servira plus à grand-chose. Trop tard, disent-ils. À toi de les convaincre, c'est ton boulot que je sache, lui assène son congénère, s'apprêtant à quitter la pièce dans un mouvement d'humeur. Il se ravise, revient vers le lit où repose Lynn et émet, après quelques secondes d'hésitation, un grognement sur un ton de détermination amusée. Non, nous allons plutôt nous confronter à son cerveau. Convaincu de la supériorité de sa propre intelligence, il ne doute pas le moins du monde de la réussite de son projet et il anticipe le plaisir que lui procurera cette joute excitante. Déterminé à aller au bout de son entreprise, il poursuit, méprisant. « Je ne vais quand même pas me laisser intimider par une femelle de cette espèce. » Il intime à l'infirmier resté au chevet de Lynn l'ordre de diminuer le débit de la perfusion. L'infirmier obéit sur le champ, sans même sembler songer aux conséquences de ses actes. Il exécute de la même façon l'ordre suivant d'injecter à la patiente la dose d'une substance qu'il ne cherche pas à identifier, se contentant de poser les gestes requis. Quelques secondes plus tard, Lynn ouvre les yeux et découvre la perfusion, le montant métallique au pied du lit, les draps blancs, et songe rassuré « Bon, ok, je suis à l'hôpital, j'ai peut-être été gravement malade, ou bien j'ai eu un accident, mais tout va bien à présent, on s'occupe de moi. Je suis entre de bonnes mains, se dit-elle, rassurée. » Puis soudain, son visage s'assombrit. C'est drôle, ça. C'est un médecin, une infirmière, ou je ne sais pas moi, mais en tout cas quelqu'un d'autre que moi, qui est censé prononcer ces paroles de réconfort. Pourquoi ce n'est pas le cas, s'interroge-t-elle. Alors que Lynn poursuit son inspection visuelle, l'espoir qui l'avait brièvement envahi s'éteint lorsque ses yeux croisent le regard cynique qui la dévisage. « Rassurez-vous, on va vous faire du mal. »« Hein ?» Il veut sûrement dire « on ne va pas vous faire de mal ». Où a-t-il appris à parler français, ce zouave ? Pense Lynn, tout en dévisageant, bouche bée, les deux orang-outans mâles qu'elle a reconnus sans peine. Elle reconnaît le regard croisé dans l'obscurité et qu'elle avait pris pour un regard d'homme. Elle comprend que ses yeux appartenaient à l'orang-outan dominant. Elle suppose que c'est lui qui a parlé et comprend sur le champ. Mais ils ne parlent pas, ce sont des singes. Comment est-ce que je les comprends alors? Par télépathie? J'entends ce qu'ils pensent. Mais t'es complètement folle, ma pauvre. Les pensées se bousculent dans son esprit perturbé, peu aidé par les battements du cœur qui s'affolent dans la poitrine. Elle a beau se traiter mentalement de folle, elle a pourtant bel et bien les yeux ouverts. Elle se racle la gorge qu'elle assèche
et articule d'une voix mal assurée, s'efforçant de masquer la peur qui l'étreint. « Qu'est-ce que je fais ici? Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. » Les deux anthropomorphes se contentent de la regarder. Elle ajoute « Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît ?» « Mais bon sang, ils ne me comprennent pas, pense-t-elle. Comment se fait-il que je les comprenne, moi ?» Alors que les primates quittent sa chambre, Lynn prend conscience que le phénomène qui lui permet de recevoir les informations émises par le cerveau des orang-outans n'est nullement entravé par l'espace. Elle perçoit les choses, elle sait, sans pour autant savoir comment elle reçoit cette connaissance. Elle sait ainsi que les deux anthropoïdes répondent au nom de Yut et Mento, et qu'ils ont bel et bien compris ces questions, mais ne souhaitent pas que Lynn s'en rende compte. Comme dans un rêve, elle l'essuie des yeux et voit Yut, le mâle dominant, se retourner vers Mento, son comparse qui le suit, et lui enjoindre de l'attendre dans son bureau, tandis qu'il irait donner quelques ordres pour que l'on serve un verre d'eau à la patiente et qu'on la replonge ensuite dans le coma yutalin. À ce stade, elle perçoit à quel point ce qu'elle vit est irréaliste et donc forcément irréel. Cette prise de conscience lui ôte toute peur. Elle se borne dès cet instant à assister à la scène en spectatrice captivée. Tout en s'installant dans le bureau de Yut, Mento songe à la façon dont Kimsi l'a repoussée alors qu'il tentait de la sauter. Il en connaît parfaitement la raison et sait à quel point sa copine désapprouve qu'il adhère au choix de Yut. Il se sent écartelé entre le désir de plaire à la femelle, quitte à s'attirer les foudres de son supérieur, et la crainte que ce soit effectivement Yut qui ait raison. Les hommes ne leur laissent plus le choix. Yut revient dans son bureau, tirant Mento de ses pensées. Il toise ce dernier d'un regard sévère et l'interroge sans ménagement. Pourquoi les requins font-ils marche arrière? Pourquoi n'as-tu pas réussi à les convaincre que nous avons besoin d'unir nos forces, toutes nos forces? Mento répond. Ils ne sont pas convaincus que l'éradication de la race humaine permettra de sauver la planète. Est-ce qu'ils mettent en doute notre capacité à éradiquer les humains? Lui demande son supérieur. Non, non, ils savent bien que nous les surpassons en nombre et en puissance, mais ils craignent que les dégâts soient irréversibles, que la nature ne s'en remette pas et poursuive sa lente progression vers la destruction totale de toute vie sur Terre, y compris végétale et animale. Mento s'interrompt, distrait par la bergeronnette qui vient de se poser sur une branche à quelques mètres de la fenêtre. Lorsqu'ils avaient investi les lieux, Yut avait d'emblée aimé ce grand bureau au premier étage, doté de 2 hautes fenêtres au châssis blanc, donnant directement sur la forêt dense, et se l'était approprié. Mento songe avec un pincement au cœur aux belles forêts que l'homme s'acharne à détruire pour produire de l'huile de palme qui, à son tour, détruit la santé des hommes. Si seulement il pouvait comprendre la logique des hommes. Lynn est en parfait accord avec les idées de ce grand singe et repense aux paroles du Dalai Lama. Les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour recouvrer la santé. Elle se sent impuissante. Que peut-elle faire sinon tenter de sensibiliser son entourage direct? Elle se remémore la discussion qu'elle avait eue avec sa collègue à ce sujet. « Tu te rends compte, lui avait-elle dit, il y en a même dans des produits bio. Je viens du magasin et comme à mon habitude, j'ai lu les emballages à l'affût de la mention huile végétale, car les grands de l'industrie agroalimentaire sont finaux. Ils se contentent de la mention huile végétale pour ne pas dire explicitement qu'ils utilisent l'huile de palme controversée dans la fabrication de leurs produits.
Sa collègue avait répondu « Tu crois que c'est nécessairement de l'huile de palme ?» À vrai dire, j'avais vu dans ce reportage un producteur expliquer qu'il utilisait la mention « huile végétale » sur ses emballages pour réduire les coûts d'impression. L'huile utilisée variait en réalité selon les prix du marché, colza, tournesol, palme. Mais je ne comprends pas que même des producteurs bio utilisent cette huile, pourtant mauvaise pour la santé, paraît-il. Que reproche-t-on exactement à cette huile avait demandé sa collègue. Que trouve-t-on comme information sur Internet? Attends, je regarde, avait répondu Lynn, ajoutant quelques secondes plus tard. Je lis ici que la population d'orang-outans d'Indonésie a été pratiquement décimée en 20 ans. Cela ne nous dit rien de l'huile de palme, lui avait répondu sa collègue sceptique. Le lien est implicite. Ils brûlent des hectares de forêt pour leur plantation. J'ai trouvé un autre site, je te résume. L'huile de palme est avantageuse pour l'économie, haut rendement, faible coût de revient. Mais son exploitation massive est catastrophique pour l'environnement. Déforestation, destruction de la biodiversité et extinction des orang-outans, tigres, éléphants, rhinocéros. Mais en quoi l'huile de palme est-elle mauvaise pour la santé, avait insisté la collègue. Si on la retrouve dans des produits bio, elle ne peut pas être mauvaise pour la santé tout de même, si? Je pense qu'elle est mauvaise au même titre que tous les acides gras saturés, avait dit Lynn, se remémorant ses discussions avec son nouveau compagnon, médecin de formation. Elle favorise les troubles cardiovasculaires. La plupart des huiles végétales, colza, maïs, olive, sont riches en acides gras insaturés qui restent à l'état liquide à température ambiante. Pas facile, évidemment, pour fabriquer de la pâte à tartiner ou des biscuits. Les huiles de palme et de coco, pas, parce qu'elles sont majoritairement saturées. Le problème, c'est que ces graisses saturées plus rigides contribuent aussi à rigidifier l'intérieur de nos artères. Lynn se souvient de son découragement à constater à quel point il est difficile de faire la part des choses. Comment opérer un tri dans les nombreuses informations qui circulent? Comment est-il possible de ne retrouver sur Internet aucune trace d'études scientifiques établissant les méfaits pour la santé de l'huile de palme, se demande-t-elle. Le lobby des géants de l'agroalimentaire est-il si puissant? Dieu sait la somme d'argent qui est en jeu, conclut Lynn dépitée. Soudain, elle prend conscience que sa digression mentale lui a fait manquer la fin de la conversation entre les primates. Elle constate, sans grande surprise cette fois, qu'elle a involontairement zappé vers une autre scène, se retrouvant dans la jungle parmi les orang-outans qui lui deviennent familiers. Mento s'approche de sa femelle préférée et l'apostrophe. « Kimsi, comprends-moi, que veux-tu que j'y fasse? Il est bien trop puissant. Et puis, je ne suis pas certain qu'il ait tout à fait tort. C'est bien là ce que je te reproche. Comment peux-tu douter de toi? Nous étions pourtant sur la même longueur d'onde. Si tu ne partages plus mes idées, inutile d'insister, mais ne compte plus sur moi pour les galipettes. Tu me déçois. Je croyais en toi. Ne me rejette pas. C'est pour toi que je me bats. Alors libère-la. Yut est devenu fou, tu le sais bien. Le succès des attaques lui est monté à la tête. Pourtant, ce n'est pas en adoptant le comportement idiot et destructeur des hommes qu'il va sauver notre habitat. La libérer, tu en as de bonnes, toi. Lynn n'a pas le loisir d'entendre la fin de la conversation car elle sombre dans l'inconscience sous l'effet du produit que l'infirmier vient de lui administrer.